Garnier, bonjour. Bonjour. L'actualité est sinistre à Paris depuis l'attentat de samedi soir. C'est un ratage psychiatrique, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Non, mais je pense qu'on peut pas, il peut pas s'exonérer de ses responsabilités, reporter tout sur la psychiatrie. Et je crois de la même manière, on peut pas toujours exonérer les auteurs d'attentats terroristes en disant que finalement, ce qui a fait qu'ils sont passés à l'acte, c'est des troubles psychiatriques, alors qu'eux-mêmes, d'ailleurs, font toujours le lien entre leur radicalisation et la psychiatrie. Et donc, on l'a fait pour Sarah Halimi, on l'a fait pour Mireille Knoll, on l'a fait pour les attentats d'Annecy. Je pourrais citer quasiment tous les attentats. À chaque fois, on dit non, mais c'était quelqu'un qui avait des troubles psychologiques ou psychiatrie. Je crois qu'on est arrivé à un moment où, de manière claire, on ne peut plus opposer psychiatrie et radicalisation. Et donc, il faut que, on ne peut pas exonérer, je le dis, on ne peut pas exonérer de leurs actes ceux qui sont avant tout des terroristes islamistes. Alors, dans l'ordre, est-ce que vous pensez que la police a raté quelque chose, qu'elle aurait dû l'interpeller avant ? La mère de l'individu avait sonné l'alarme. Je crois que c'est toujours très difficile de dire que on aurait pu déjouer un attentat quand il est passé. Et je crois que de la même manière, on peut pas dire que si on était à la tête du pays, on pourrait garantir qu'il y aurait plus d'attaques terroristes. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on demande un réarmement de notre arsenal juridique pour pouvoir prévenir le maximum de situations et protéger au mieux la population. Et de ce point de vue, ce qu'on nous regrette, nous les Républicains, c'est qu'il n'y ait pas, qu'on n'ait jamais, pour l'instant, fait rentrer en vigueur des propositions qu'on porte depuis longtemps. Je pense à l'expulsion systématique des fichiers S radicalisés pour des raisons d'islamisme. Quand ils ont une autre nationalité. Voilà, quand ils sont étrangers. Et pour les Français, il y a la question de la rétention de sûreté. La rétention de sûreté, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est soit on maintient en prison quelqu'un qui a fini sa peine, mais dont on considère qu'il est encore radicalisé et qu'il constitue une menace pour la population, soit une personne, c'est de la rétention préventive, dont on considère qu'il peut passer à l'acte de manière imminente et donc c'est une menace pour la population, c'est une menace pour le pays et dans ce cas-là, on le maintient en rétention administrative. L'un comme l'autre, vous savez que c'est mal vu par le Conseil constitutionnel. On considère que notre état de droit empêche cela. C'est vrai, d'ailleurs, il y avait eu un réarmement juridique à la suite des attentats de 2015, il faut le reconnaître, mais ce point a toujours été bloquant à cause de la question de la possibilité d'une censure par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on n'a plus le contrôle de notre action, on n'est plus en maîtrise parce qu'on est un peu sous le contrôle de la juridiction des cours suprêmes. C'est pourquoi les Républicains ont dit que sur un certain nombre de sujets, il faut oser aller sur une réforme constitutionnelle. Vous savez qu'il y a une PPL constitutionnelle qui a été... Proposition de loi, oui, pour réformer la Constitution. Pour réformer la Constitution qui a été déposée par les Républicains, qui sera examinée à l'Assemblée le 7 décembre, qui porte principalement sur des questions liées à l'immigration. Et Éric Ciotti a décidé d'enrichir ce texte pour que vraiment on ait cette problématique, de l'expulsion qui porte depuis longtemps d'ailleurs, de l'expulsion des radicalisés, des fichiers S pour islamisme, et puis aussi qu'on pose la question de la rétention de sûreté quand quelqu'un est clairement une menace à l'ordre public. Parce que on peut pas juste, d'ailleurs tous les Français le disent, ils en ont assez qu'on se déplore a posteriori, qu'on soit dans les minutes de silence et les marches blanches. Il y a vraiment, le maximum doit être fait sur l'action préventive. Est-ce que vous approuvez l'idée de Darmanin, c'est de dire que les préfets puissent prononcer des injonctions de soins psychiatriques, voire des internements psychiatriques ? La question des injonctions de soins, on y est favorable, mais vous savez, il y a eu une culture aussi dans la psychiatrie française qui d'ailleurs était héritée de Michel Foucault, d'une certaine culture de la psychiatrie. Histoire de la folie à l'âge classique, sa thèse, on n'enferme pas. Du début du XXe siècle, qui avait été de dire, on est peut-être allé trop loin dans le surveiller et punir, et donc il y avait l'idée de protéger la personne malade. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que finalement, l'injonction de soins, c'est d'abord protéger la personne pour elle-même, parce qu'on le sait, les personnes qui ont des troubles psychiatriques graves, ils sont d'abord une menace pour eux-mêmes, ils sont ensuite une menace pour leurs proches et pour leur famille, et enfin, ils sont une menace pour la personne, potentiellement le citoyen qui sera au mauvais endroit au mauvais moment. Et vous savez, je suis élue de l'Est parisien. Je dirais c'est la même manière que la question qu'on a pu se poser pour les addictions très graves, comme les addictions au crack, où nous demandons depuis longtemps des injonctions de soins. Et là encore, nous nous heurtons à cette tradition de la psychiatrie ou de l'addiction qui est de dire, finalement, si les gens ne demandent pas à sortir de l'addiction, on ne va pas les mener vers un parcours de soins. On doit aussi protéger les personnes. Et je pense que comme puissance publique, on a la responsabilité de protéger les personnes, d'abord pour le mal qu'elles peuvent se faire elles-mêmes, et puis ensuite pour le mal qu'elles peuvent faire à autrui. Armer la police municipale à Paris, ça serait une solution ou c'est un trop gros chantier ? Non, c'est pas une solution, je dirais c'est un impératif.
vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans les rues de Paris. Aujourd'hui, vous avez un policier municipal qui n'est pas armé. Qu'est-ce que c'est? C'est soit un spectateur impuissant, soit potentiellement une cible. Une cible parce que il va être d'autant plus ciblé, et on le sait, les figures d'autorité sont d'autant plus ciblées par soit les délinquants, soit même les terroristes. Et donc, nous, lors du dernier Conseil de Paris, nous avons demandé qu'à minima, il soit doté de pistolets taser. Comme ceux qui ont servi à Bir Hakeim samedi. Voilà, parce que vous avez 2 policiers municipaux avec des pistolets taser, ils peuvent neutraliser une personne qui est dans la rue avec un couteau. Vous avez des policiers municipaux qui ont juste un gilet avec marqué police municipale. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent face à quelqu'un qui est en train d'agresser la population? Alors la sécurité de Paris pour les Jeux Olympiques est remise en question par cet attentat. Vous personnellement, vous vous dites, le préfet de police Laurent Nunez fait le travail, faut pas fantasmer une insécurité maximum, ou bien vous avez peur? La question de la cérémonie d'ouverture, j'ai entendu la ministre des Sports elle-même qui dit que c'est un sujet de grosse préoccupation. On sait que c'est un choix risqué qui a été fait parce que c'est très compliqué de sécuriser la moitié de Paris et notamment un parcours avec des centaines d'appartements dont on ne peut pas contrôler les habitants et la population sur plusieurs années. Il faut y renoncer, il faut quitter cette idée de faire ça sur la Seine et se rabattre sur le Stade de France. Frédéric Pechnard, qui est vice-président en charge de la sécurité à la région, qui est conseiller de Paris à mes côtés, mais qui est aussi l'ancien directeur général de la police nationale, a dit qu'il n'invitait pas à y renoncer, mais qu'il invite quand même à réfléchir à un plan B, ne serait-ce que parce que cette cérémonie, elle a été pensée avant même qu'on entre dans ce conflit mondial au Proche-Orient, et qu'aujourd'hui, on se peut aussi se poser la question de certaines équipes et de certains chefs d'État qui n'accepteront peut-être pas de monter sur un bateau-mouche non sécurisé pour parcourir une longue distance. Donc, on doit être en mesure de se dire que peut-être on doit avoir l'agilité de partir sur un plan B qui pourra être dans un stade qui est beaucoup plus facile à sécuriser. Là, c'est vrai que cet espace entièrement ouvert, cet espace avec tout ce flux de population qui va s'étendre tout le long de la Seine, tous ces immeubles, c'est un casse-tête et donc ça crée beaucoup d'inquiétudes pour l'État, pour la ville et puis pour tout le monde. L'idée d'imposer des QR codes pour rentrer dans les zones sensibles, comme on dit, dans les endroits où il se passera des événements, c'est une idée liberticide ou c'est un minimum de sécurité? Disons qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu le QR code réveille pas toujours des bons souvenirs, mais de toute façon, il va y avoir la question des zones les plus sensibles qui seront très sécurisées, mais il va y avoir la question de l'ensemble de Paris. Et c'est pour ça qu'on pose aussi la question de la vidéoprotection et de l'armement de la police municipale, parce que les risques même de délinquance, de vol à la tire, vous savez que les touristes sont une proie facile pour les délinquants et notamment sur des vols qui peuvent avoir lieu, ils vont avoir lieu dans tout l'espace du Grand Paris. Alors Valérie Pécresse, je suis également élue régionale, fait un gros travail pour sécuriser les transports en commun. Ils ne seront pas prêts, a dit Anne Hidalgo, ces transports. Si, ils seront prêts, mais vous savez, Anne Hidalgo, on lui pose une question sur Tahiti, elle répond en essayant d'accuser quelqu'un d'autre. Si, il y a un énorme investissement qui a été fait. Vous savez, il y a 100 métros neufs qui vont arriver à Paris dès 2024. Vous avez le prolongement de la ligne 11, le prolongement de la ligne 14. On pourra aller du Stade de France jusqu'à Orly. Donc, il y a un effort massif qui a été fait sur le volet des transports en commun, qui d'ailleurs sera peut-être l'héritage des Jeux le plus visible et le plus concret pour les Franciliens, parce qu'après, ils l'utiliseront au quotidien. Alors, vous êtes dans l'opposition à la maire de Paris. Comment va-t-elle? Comment la ville est-elle gouvernée depuis cette affaire du voyage à Tahiti? Regardez, on a encore eu une attaque terroriste à Paris et la maire n'était encore pas à Paris, elle était à Dubaï. Donc ça pose quand même question, cette maire qui vraiment n'est jamais à Paris au contact de ses concitoyens, dans une période qui est très troublée, où on n'a plus que jamais besoin d'avoir un maire. Vous savez, le premier rôle du maire, c'est l'ordre public, c'est la protection de ses administrés. C'est un rôle que n'assume pas Anne Hidalgo, et donc on voit bien qu'il y a un très fort rejet de la population parisienne aujourd'hui à l'égard d'Anne Hidalgo, pour tout ce qu'elle a fait, pour les finances, l'état de la ville qui est totalement en faillite, pour l'état de la saleté, pour le manque d'entretien, mais aussi par ce désintérêt qu'elle montre à l'égard des sujets parisiens. Est-ce qu'il faut réformer la loi PLM Paris-Lyon-Marseille pour que la prochaine fois on vote plus par arrondissement, mais pour son maire dans toute la ville? Je crois que c'est une exigence démocratique aujourd'hui, parce que vous savez, vous avez tout simplement envie de voter directement pour la personne qui va diriger Paris. Et d'ailleurs, on le voit, Anne Hidalgo, finalement, elle a été élue par un jeu d'arithmétique et notamment d'alliance de gauche dans les arrondissements. Mais à chaque fois qu'elle s'est présentée en son nom, elle a fait des scores exécrables. Et donc, on ne peut pas repartir dans ces combines d'arrondissements où finalement
toutes les gauches vont s'allier pour essayer de se maintenir au pouvoir et les gens ne peuvent pas exprimer clairement une adhésion à un projet et à une personnalité ou un rejet clair d'un projet et d'une personnalité. Alors, il y a d'autres élections avant les municipales de 2026. Il y a les européennes. Est-ce que vous êtes candidate à intégrer la liste LR aux européennes? Votre nom circule. Écoutez, moi je pense que cette élection est très importante et je pense que c'est un moment très important pour les LR. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez une liste LREM qui est finalement pro-européenne, mais qui a montré une totale naïveté sur des sujets qui sont des sujets majeurs aujourd'hui, qui est notamment comment on protège les frontières de l'Europe et les questions des flux migratoires croissants vers l'Europe et qui concernent toute l'Europe. On l'a vu encore avec Lampedusa. Et puis par ailleurs, cette liste LREM, dans 2 ans, on n'aura plus sa seule incarnation qui est le président de la République. Donc vous aurez des parlementaires, on ne sait pas à quoi ils se rattacheront. Et de l'autre côté, il y a le RN et les hémorroïstes. Le RN qui est clairement un parti europhobe depuis toujours, anti-européen. Et puis, un point qui n'est pas négligeable pour moi, qui est un parti europhobe, qui est un parti qui, dans le fond, n'a jamais vraiment clarifié sa position par rapport à l'euro, parce qu'ils ont très peur d'ouvrir un front électoral qui serait le Frexit. Et puis, d'un autre côté, je dis point non anodin pour moi, qui ne peuvent pas garantir une véritable indépendance vis-à-vis de la Russie. Et aujourd'hui, dans une période où on est une période de conflits mondiaux au Proche-Orient, mais conflits mondiaux aussi aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, c'est très problématique. Je vous sens motivé quand même. Le pouvoir. Donc tout ça pour vous dire que moi je pense qu'on a besoin d'une droite républicaine, je pense qu'on a besoin d'une droite qui est à la fois pro-européenne, et je suis clairement pro-européenne, et en même temps très lucide et très ferme sur les enjeux qui sont les enjeux de sécurité, qui sont les enjeux de redonner des vraies frontières à l'Europe, d'être très ferme sur l'immigration. Et donc, je suis déjà engagée auprès d'Éric Ciotti, de Laurent Wauquiez pour porter ces combats. Et s'il faut le porter dans le cadre des européennes, je le ferai avec plaisir. On aura l'occasion d'en reparler en 2024. Nelly Garnier, merci, bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, on va parler du silence des organisations féministes sur les viols commis par le Hamas en Israël avec votre invitée Bérangère Couillard, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances de la France. Ce sera à 7h45. Radio J, retrouvez-le.